Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Sud Radio avec André Berkoff qui est comme tous les vendredis dans tous ses états. Et pour cause, André, explosion des racismes en France, dérive de l'ubérisation de notre société et surtout une très fragile, André, au Moyen-Orient. Oui, et auparavant, quand même, je voudrais dire qu'il y a quand même une très bonne nouvelle et on est très heureux. À partir de 13h, donc restez avec nous, on reçoit le grand écrivain Boualem Sansal, le très grand écrivain Boualem Sansal. On va de 13 à 14h avec Céline Alonso, on va parler avec lui et on va prendre le temps. Il vient d'avoir des attaques assez immondes d'un certain quotidien. Et on va savoir ce que c'est qu'un vrai amoureux de la liberté, un grand écrivain et amoureux de la liberté. Mais en attendant, on va parler évidemment de la trêve au Moyen-Orient. Alors cette trêve, 15 jours, ça va durer un cessez-le-feu ou ça va reprendre. En attendant, effectivement, Israël frappe au Liban les installations des Hezbollah, 100 installations en 10 minutes. Attends, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conséquences pour le Liban, pour l'équilibre libanais? On va en parler avec une responsable qui est au Liban. On la rend en direct de SOS Chrétien d'Orient. Et puis on va parler aussi de la baisse de la TVA. Vous savez que, avec la hausse du prix du pétrole, alors ça vient de rebaisser, mais vous savez, c'est le yo-yo, ça va encore remonter. Et alors on dit, mais peut-être que vous pourriez baisser les taxes. Ah non, tout le monde est d'accord. Pas question de baisser les taxes. Sébastien Lecornu, nous avons déjà 3 000 milliards, oui, mais c'est pas à cause de nous, mais ça fait rien, vous allez supporter, les gars. Et puis, on va voir ce qui se passe avec l'immigration, ce qui se passe, par exemple, avec combien de livreurs de repas sont des clandestins en France. Vous allez voir, c'est très passionnant. Et que va faire l'Inde contre l'immigration illégale, des Bengalis, du Bangladesh? Eh ben, ils ont trouvé, je ne sais pas si c'est une solution, mais c'est quand même très, très, très dur. Et enfin, un journaliste du service public qui demande l'interdiction d'une chaîne privée. C'est pas beau ça? C'est en France. Oui, c'est la démocratie. Effectivement, au service public, il y a des gens qui demandent l'interdiction de chaînes privées. Voilà. C'est intéressant. Vive la démocratie. Vive la liberté d'expression. Et puis, comme je vous ai dit, on va en parler à quelqu'un qui le connaît très bien et qui l'a subi dans sa chair, Boualem Sansal, à partir de 13h. Et oui, et chers auditeurs, vous aurez la parole. Nous sommes en direct avec André Berkoff, en direct sur Sud Radio de 12h à 14h. Alors réagissez à tous ces sujets au 0826 300 300. On revient juste après cette petite pause. Restez avec nous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, et cette semaine, André Berkoff qui vous met surtout dans tous vos états, cette trêve au Moyen-Orient arrachée entre Washington et Téhéran, ce cessez-le-feu, il faut le dire, ne met pas fin aux hostilités sur l'ensemble des fronts. C'est le moins que l'on puisse dire, Céline, c'est le moins que l'on puisse dire parce que, effectivement, alors une trêve ou un cessez-le-feu, 2 semaines, mais en même temps, ça continue, le détroit d'Ormuz, alors qu'il est fermé, il n'est pas fermé, est-ce qu'on applique des taxes, on n'applique pas les taxes? Alors ça commence à se bagarrer là-dessus, mais beaucoup plus important et grave, c'est ce qui se passe avec le Liban, entre Israël et le Liban. Effectivement, pour Israël et les États-Unis, le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu, enfin la confrontation avec le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu. En revanche, pour l'Iran et puis pour les Libanais, en tout cas une partie des Libanais, évidemment, cela fait partie et ça aurait dû s'arrêter au Liban. Hier, il y a eu une des opérations les plus importante faite par l'État d'Israël contre le Hezbollah. Il y a eu une campagne de frappe, il y a eu exactement, en l'espace de 10 minutes, 100
100 lieux du Hezbollah, 100 lieux qui ont été visés, effectivement, à Beyrouth, dans le sud Liban, dans la Beka, etc. Et ça a été, disent les Israéliens, une des opérations les plus importantes après les Beepers. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, effectivement, ils avaient piégé des Beepers appartenant à des militants du Hezbollah, des cadres du Hezbollah, et ça avait fait beaucoup de victimes. Là aussi, il y a aussi des victimes civiles. Et effectivement, ce n'est pas fini, c'est le moins que le plaisir au Liban. Et pendant ce temps-là, c'est vrai, et il faut le savoir, et on le sait, il y a des gens qui soignent, il y a des gens qui ravitaillent, notamment l'association SES Chrétien d'Orient, que nous avons reçue à plusieurs reprises, et toujours avec plaisir, parce qu'ils travaillent, que ce soit au Liban, en Syrie, dans tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Alors, aujourd'hui, dotation alimentaire à 250 familles de Tyr, dotation de 690 alimentaires à Zahrani au sud Liban, préparation de colis alimentaires pour les déplacés parce qu'il y a évidemment des dizaines de milliers de déplacés, soutien médical, etc. Bonjour Karen Ashkouti. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Beyrouth en ce moment ? Actuellement, je vous parle actuellement, je suis dans le sud, en direct d'une de nos donations. D'accord. Et vous êtes en train donc de distribuer que de donations alimentaires en ce moment, ce que vous faites en ce moment? Exactement. Nous sommes dans le sud en train de distribuer les 690 colis alimentaires de Zahrani. Là, actuellement, on est dans le village de Hajé, en train de faire cette distribution-là. D'accord. Et vous faites aussi des distributions aussi d'équipements, enfin de produits médicaux, etc. aussi. C'est ce que vous faites également. On a différents projets avec la situation humanitaire catastrophique au Liban, comme vous le savez. Donc on a différents axes de travail. On travaille dans l'urgence. Donc on a des colis alimentaires, on a des colis d'hygiène, on a une clinique mobile qui sillonne des villages du sud. Hier, par exemple, on était en visite aussi pour cette clinique mobile qui reçoit à peu près 40 patients par jour entre population locale et déplacée pour des consultations médicales, pour des médicaments chroniques. Et vous avez avec combien de médecins vous avez avec vous dans ces... On a 2 médecins par jour. D'accord. Donc, voilà, on reçoit à peu près 80 patients par jour. Ce qui est très important, c'est les médicaments chroniques parce que malheureusement, avec la situation économique, les besoins médicaux ne sont plus considérés comme une nécessité chez les gens. Donc, on vient leur assurer ces médicaments-là. Oui. Alors, dites-moi, Karen Ashkouti, puisque vous êtes là-bas, vous êtes au cœur du réacteur, si l'on peut dire. Comment aujourd'hui, après le raid, après tout ce qui se passe, etc., il y a aussi, alors je ne veux pas vous faire parler politique au sens politique du terme, mais on sait qu'il y a des contacts avec, il y a eu pas mal quand même de discussions au sein du gouvernement libanais. On a eu vent d'un certain nombre de confrontations entre le Premier ministre et d'autres ministres. On sait qu'il y a des tractations entre Israéliens et Libanais. Mais aujourd'hui, au lendemain du raid, qu'est-ce que vous pouvez constater? Comment la population, en tout cas, vit cela? La situation reste extrêmement tendue. Pour vous dire concrètement, les frappes continuent, les gens ont peur, la vie quotidienne est totalement bouleversée. Oui. Aujourd'hui aussi, les frappes ont continué, alors on vous parle? Oui. Alors, on vous parle, oui, dans le sud, depuis tôt le matin, depuis 6 heures du matin, il y a les confrontations, elles continuent. Ouais. Et la population, il y a eu, alors justement, vous avez une idée du nombre de déplacés depuis justement quelques jours? Est-ce qu'on a une idée, sans avoir de chiffres exacts, Karen Ashkouti, est-ce qu'on a une idée du nombre de déplacés par rapport à, surtout dans le sud Liban? Depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant, on parle d'à peu près 1 300 000 déplacés. 1 300 000 Oui, un minimum d'1 300 000 qui sont divisés soit dans des centres d'hébergement. On a à peu près 670 centres d'hébergement et il y a des familles qui sont dans des appartements, dans des maisons, chez des proches, chez des parents. Donc on peut dire que c'est une situation très alarmante. Oui. On parle de plus d'1 quart de la population libanaise qui est déplacée actuellement. Oui.
Un quart de la population libanaise, oui, c'est énorme. Et il y a aussi des déplacements, parce que effectivement, il y a eu des bombardements du côté dans le sud, il y a eu des commandements dans la Bekaa, il y a eu des commandements dans les quartiers, effectivement, de Dahye à Beyrouth, enfin, dans la banlieue de Beyrouth, et etc. Est-ce que il y a eu des déplacements à tout niveau de ce point de vue-là, ou c'est surtout le sud? Du sud, même le sud, la Bekaa, Dahye, et actuellement... Allô? Ah, on ne vous entend plus, là. Ah oui, d'accord. Écoutez, en tout cas, on va retrouver Karen Achkouti, et merci de le recevoir. Vous savez, c'est extrêmement compliqué en ce moment. Hein, c'est une zone qui est c'est la guerre, et c'est en pleine guerre. Karen Achkouti, vous êtes à nouveau avec nous? Oui, désolé, on a été coupé. Malheureusement, on n'a pas une bonne couverture de réseau. Je comprends très bien, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais savoir, là par exemple, quand vous vous retrouvez, et ce n'est pas la première fois que SOS Chrétien d'Orient se retrouve dans des zones de guerre, que ce soit au Liban, ça s'est passé en Syrie, ça s'est passé ailleurs, il y a une population chrétienne encore importante dans le sud Liban? C'est des gens, les témoignages des gens sont vraiment touchants. Oui. C'est des gens qui veulent rester, c'est des gens qui sont un rattachement, qui ont une résilience remarquable, et malgré toutes les conditions de vie devenues extrêmement précaires, ils ne veulent pas partir. Ah oui. Là, c'est des témoignages vraiment touchants. Aujourd'hui, par exemple, on a eu des témoignages très marquants. Beaucoup de familles disent une chose très simple: partir c'est facile, mais revenir devient presque impossible. Donc si on quitte nos villages, on meurt. Donc c'est un rattachement, c'est un attachement à la terre qui est vraiment très fort. Oui. Et on est là, on essaie de les aider de n'importe quelle façon. Voilà. Oui. Oui, bien sûr. À travers nos aides humanitaires, parce que c'est des gens qui veulent rester sur leur terre. Qui veulent rester, oui, bien sûr. Mais en même temps, comme vous dites, il y a 1 million et demi de déplacés, évidemment, quand ça devient très, très, très dur, ça se passe différemment, et ça se passe, évidemment, de façon tragique. Mais, Karen Achkouti, vous, par exemple, comment ça se passe? Vous acheminez? Parce que c'est très important de souligner que pendant cette guerre, pendant qu'il y a des morts, pendant que là, il y a des gens qui sauvent, il y a des gens qui se battent, et non seulement qui veulent rester, mais qui doivent se faire soigner, qui doivent manger, etc., etc. Vous passez votre temps, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous vous organisez tous les jours à aller dans telle ou telle manifestation, dans tel ou tel lieu, ou village, ou région. Comment vous organisez? Expliquez-nous un peu la logistique, comment ça se passe? Actuellement, on est en état d'urgence, donc les besoins changent d'une minute à l'autre. Donc là, je vous donne un petit exemple. On était censé livrer des colis d'hygiène pour Tyr le mercredi, mais malheureusement, Tyr a été complètement coupé du reste du Liban. Donc on a changé. Là, actuellement, on est en train de donner des bons d'achat pour ces familles-là. Donc il y a tout un changement, toute une identification des besoins, dépendamment de l'évolution de la situation. C'est ça, là vous pouvez aller où c'est impossible et interdit d'aller, c'est ça, c'est en fonction. Et vous faites ça sur tout le territoire libanais, c'est ça? Exactement. Et dites-moi, et comment, enfin, vous êtes en permanence, évidemment, averti de ce qui se passe, de où on peut aller, etc. Mais l'impression que vous avez, vous m'avez dit, d'un côté, il y a ces personnes, ces hommes, ces femmes qui veulent rester, évidemment, c'est leur village, ils ont toujours vécu là. Et le Liban, ce n'est pas nouveau, hein, ça fait déjà, hélas, 50 ans, ou presque, qu'il y a cette situation, pour des raisons diverses. Est-ce que les gens ont l'impression, une question que je vous pose, est vraiment en delà de tout parti et de toute préférence et de tout camp. Est-ce que les gens ont l'impression, les Libanais, que on se dit ça, que le Liban, en fait, les gens règlent leurs problèmes sur le dos du Liban, c'est-à-dire que c'est une guerre par procuration à chaque fois. On a l'impression que c'est la guerre des autres et que ce soit tel ou tel pays, c'est au Liban que ça se passe à un moment donné, parce que le Liban n'a pas les moyens, évidemment, de répondre comme il pourrait répondre. On le sait pour des raisons évidentes. Est-ce que ce ressenti-là, qui n'est pas nouveau, hein, est-ce qu'il est toujours très fort, Karen Achkouti? Honnêtement, oui, les gens veulent la paix. Donc, la journée du 8 avril, par exemple, les gens étaient contents, ils croyaient avoir une trêve, mais malheureusement, c'était une journée noire.
Donc, on a eu plus de 230 morts. Parmi eux, on a 40 enfants, 60 femmes. On a plus de 1000 blessés. Les gens l'ont comparé à l'explosion de Beyrouth. Donc, vu l'ampleur, vu les pertes, donc c'était vraiment le chaos, c'était la peur. Donc, ils se sont vraiment rendus compte qu'il n'y a pas une fin. Oui. Il n'y a pas de fin, mais nous, on veut la paix. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, je veux dire, le Liban a été pendant tellement longtemps un pays paisible jusqu'à ce qu'il se passe ce qui se passe, mais on va pas refaire l'histoire. Et dites-moi, vous, par exemple, vous, Karen, vous travaillez aussi bien au Liban, actuellement, évidemment, c'est le Liban qui est au cœur des choses, mais demain, vous seriez en Syrie ou ailleurs, où vous travaillez uniquement, vous, sur le Liban? Moi, je travaille au Liban. Je suis chef de projet au Liban principalement. Donc, en temps de paix, on travaille sur des projets de développement, sur des projets d'enracinement, sur des projets médicaux, éducation, etc. Mais en temps de guerre, on est là pour l'urgence, on est là pour travailler, pour aider les gens, pour être aux côtés des Libanais, pour essayer d'alléger leur quotidien. D'accord. Et répondre aux urgences. Écoutez, Karine Achkouti, d'abord hommage à votre courage, hommage au courage de tous ceux qui travaillent effectivement dans des circonstances extrêmement difficiles, et on reste vraiment en contact avec vous, SOS Chrétien d'Orient, d'autres organisations au travail, mais encore une fois, nous sommes ici, nous sommes au chaud, nous sommes protégés, et vous êtes exposés, donc encore une fois, bravo pour votre courage, et merci. Merci beaucoup, merci André Berkoff. Merci à vous, chers auditeurs. Il faut soutenir effectivement les actions de SOS Chrétien d'Orient. Rendez-vous sur leur site internet pour les aider. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, et c'est d'un tout autre sujet dont nous allons parler, à savoir 2 études explosives sur la France. On marche sur la tête, vous allez voir. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Et chers auditeurs, nous sommes en direct avec André Berkoff jusqu'à 14h. Réagissez à tous ces sujets au 0826 300 300. Et dans un instant, effectivement, on vous le rappelle, Boualem Sansal, le grand écrivain, est notre invité. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, André Berkoff, cette semaine, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie a publié une étude inédite qui pose question et qui vous interpelle, André. Écoutez, c'est très très intéressant, parce que vous savez, là, on a tous, on va pas citer des noms parce que ça va faire pub, mais quand même, Deliveroo, allez, je les cite, Uber Eats, etc. Voilà, on reçoit quand on a envie de manger. Maintenant, on plus au restaurant, hélas. Voilà, on téléphone, on tapote en disant, allez, livrez-nous. Bon. Sauf qu'il y a une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui vient de paraître et qui donne des chiffres quand même très, très, très intéressants. C'est quoi ces chiffres intéressants? Eh bien, c'est que la majorité des livreurs de nourriture en France sont en situation irrégulière. 64,4% d'entre eux sont sans titre de séjour et 98,7% sont nés à l'étranger. C'est énorme. C'est-à-dire, imaginez un peu, la majorité des livreurs de nourriture en France sont en situation irrégulière. 98% des livreurs de repas sont arrivés en France après le 1er janvier 2014. 80% d'entre eux viendraient du continent africain, majoritairement de pays d'Afrique de l'Ouest comme la Guinée, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Et selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, la quasi-totalité des livreurs de repas pour des plateformes numériques, donc ce dont on parlait, sont, comme dire, d'immigrés et en situation irrégulière pour 2/3 d'entre eux. Et la majorité des cas, eh bien, la livraison à vélo constitue leur unique activité dans l'Hexagone. Ils le disent, ils ont enquêté, et puis ils disent ceci: 91,2% des livreurs enquêtés sans titre de séjour ne souhaiteraient pas continuer la livraison à temps plein si leur situation était régularisée. Évidemment, ils ont envie d'autre chose et on le comprend. Donc, regardez ceci, l'extraordinaire et majoritaire précarité de ce métier
Et en principe, il y a interdiction. Et oui, en principe, c'est interdiction d'être locataire de leur compte. Eh bien, 73,5% des livreurs sont locataires de leur compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est là quand même où il se passe une exploitation qui est quand même assez éhontée. Des tiers leur louent le compte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, chargés à être livreurs. Mais, justement, ils sous-traitent effectivement à d'autres pour qu'ils puissent travailler, tout en les sous-payant et prenant une commission au passage. Déjà qu'ils sont payés des clopinettes, eh bien, ils prennent des prestataires de services ils les payent en sous-clopinette, très exactement. Et en fait, en moyenne, ça fait combien pour le titulaire du compte? Le titulaire du compte, eh bien, ça lui fait 528 € par mois en moyenne, qui partirait chaque mois dans les poches du titulaire du compte. Ça veut dire, regardez ce qu'il traite, et donc il sous-traite ça, c'est-à-dire qu'il garde, mettons, 200 € pour lui ou 300 €, il laisse combien par mois à l'autre? Eh bien, 128 €, etc. Et alors, ne parlons pas des horaires, ne parlons pas des cadres de travail. En moyenne, les livreurs, tout ça, c'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui le dit. Et vous voyez, personne n'en parle, ou très peu, on en parle, très peu, et nous, on vous en parle parce que les livreurs travaillent 63 heures par semaine et 90% d'entre eux au moins 8 heures par jour. 63 heures par semaine, 4 livreurs sur 5 travaillent 6 à 7 jours par semaine. Conditions de travail, combien? Rémunéré en moyenne 1480 € brut par mois. Brut, ça veut dire un taux de 5,83 € brut de l'heure. Petit rappel, le taux horaire du SMIC en France, au 1er janvier 2026, est à 12,02 € brut, le taux horaire. Et eux, vous voyez, c'est très simple, c'est 5,83, c'est-à-dire que moins de la moitié. Ça s'appelle quoi, ça s'appelle en France, quand on regarde ça? Eh ben, ça s'appelle un truc très simple, ça s'appelle l'exploitation. C'est-à-dire que dans notre très beau pays démocratique, magnifique, on laisse entrer, effectivement, il n'y a pas de problème, chaque année, entre 500 000 personnes en France, l'équivalent d'une très grande ville. Et puis, on les traite comment? Eh ben, on les traite, évidemment que par rapport à leur pays d'origine, il se dit, au moins on gagne de l'argent, mais dans quel état et comment? Et tout le monde ferme les yeux, et personne ne dit rien, et ça veut dire quoi? Et quand? Pourquoi? Parce que, chacun y trouve son profit, chacun y fait sa bonne petite marge. Bravo, et vive la démocratie. Et oui, André Berkoff, partons à présent en Inde, André, pour lutter contre l'immigration clandestine. Eh bien, le gouvernement indien envisage une stratégie de contrôle peu conventionnelle, André. Oui, alors nous, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment applaudir, mais voilà, vous savez, ce qui se passe actuellement, il y a une immigration clandestine très forte en provenance du Bangladesh, et le gouvernement indien, il est en train d'appliquer une stratégie de contrôle. Écoutez, je sais pas ce qu'on peut dire, un peu vraiment spécial, vraiment très spécial. L'Inde envisage de libérer des crocodiles et de peupler les rivières et marais le long de sa frontière avec le Bangladesh. Par quoi? Par des crocodiles, par des serpents venimeux. Voilà. Le ministre de l'Intérieur indien, Amir Shah, l'a dit de façon très claire. On va lutter contre l'immigration illégale. Comment? Donc, entre l'Inde et le Bangladesh, il y a 4000 km de frontières, largement constituées de deltas, rivières, marécages, mangroves, dépourvues de toute palissade. Alors, le gouvernement ultranationaliste hindou de Narendra Modi a fait une priorité, cette lutte contre l'immigration clandestine. Alors, la force de sécurité aux frontières a demandé aux unités chargées de surveiller cette frontière, donc, je rappelle, 4000 km, on va essayer, on va emmener des animaux. Et oui, au nom de... Ils seraient très heureux, je crois, les animalistes en France, de savoir ça. Il dit, comment se procurer les reptiles, quel serait leur impact sur les habitants des villages installés de la frontière. Je rappelle, donc, des crocodiles et des serpents venimeux. C'est très humanitaire, tout ça, effectivement. Sauf que,
Le problème, c'est qu'on traverse de part et d'autre, entre l'Inde et le Bangladesh. Imaginez pendant les inondations très fréquentes dans cette région, les habitants pourraient être obligés de traverser des zones d'eau où se trouvent déjà des crocodiles et des serpents. Les crocodiles pourraient aussi pénétrer plus facilement dans la maison, augmentant les risques d'attaque. C'est quand même assez hallucinant. Voilà ce qu'on en est. Vous voyez, il n'y a pas qu'en Europe, il n'y a pas qu'en France où il y a des problèmes. Il est posé partout. Chacun y répond à sa manière. On aime, on n'aime pas, on déplore, on s'en réjouit. Mais il y a quelque chose de très, très, très préoccupant de voir qu'aujourd'hui, entre New Delhi et Dhaka, entre la capitale de l'Inde et celle du Bangladesh, eh bien, ça ne va plus du tout, du tout, du tout. Et aujourd'hui, eh ben, comment on trouve à se protéger avec des grands guillemets, des crocodiles et des serpents? Eh ben, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Et oui, André Berkov, revenons à présent en France pour parler d'une autre étude qui révèle, eh bien, cette fois-ci, une importante explosion d'un racisme qu'on ne veut pas voir et dont les conséquences sont vraiment lourdes, André. Oui, et très très lourde. Alors ça, c'est autre chose. Vous voyez, on parle toujours du racisme. Tous les jours, ou presque, il y a dans des chaînes d'infos continues ou ailleurs, services publics ou chaînes privées, on dit la France est un pays raciste systémique, j'adore. C'est-à-dire que la France est par essence un pays raciste. Viennent nous dire des gens qui sont autrement très bien traités, universitaires en Amérique ou autres, avec des titres, etc. Mais c'est tellement bien, après un aller-retour en jet, de venir dire « Ah, bande de racistes ». Mais il y a un racisme dont on parle très peu, faut le dire. C'est le racisme anti-blanc. Mais comment? Ça n'existe pas encore, Berkov, on voit bien vos dérives. Ah bon, il n'y a pas de racisme anti-blanc? Eh ben, c'est très simple. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, a souhaité réaliser un état des lieux des violences et des discriminations interraciales dans un contexte marqué par une montée de la question raciale dans les débats publics. Voilà, vous savez, meurtre de Trauma à Crépol, certaines élections municipales, déclarations assez polémiques de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les blancs tout moches, vous vous rappelez, tout blanc tout moche, etc. C'est très intéressant parce que, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez cette chère gauche progressiste, la lutte des races a remplacé la lutte des classes. Comme il n'y a plus de prolétariat, comme le prolétariat est parti sans laisser d'adresse, comme les ouvriers et les paysans, on ne sait plus où ils sont, et oui, on va s'occuper de quoi? On va s'occuper de ce que disait le think tank. Il faut trouver des électeurs, vous comprenez? Et alors voilà, les électeurs, c'est qui? C'est tous les racisés, tous ceux qui sont persécutés par ces ignobles blancs, patriarcaux, etc. Et vous avez vu, on en a parlé, que récemment, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a voté massivement quel est le plus grand crime contre l'humanité, le crime des crimes? C'est la traite transatlantique, la traite négrière transatlantique. Comme s'il n'y avait pas eu deux autres traites, la traite arabo-musulmane et la traite africaine, qui a fait des millions de morts et 11 millions de castrés en quelques siècles. Non, mais on n'en parle pas. Alors moi je veux bien sûr que la traite blanche la traite transatlantique a été absolument horrible. Mais pourquoi les deux poids deux mesures? Parler de tout. Il n'y a pas le monopole quelque part de ça. Un salaud est un salaud, un criminel est un criminel, quelle que soit son ethnie, son origine, sa religion, ses croyances, etc. Et ben voilà. Et ben aujourd'hui, on considère que il y a eu donc cette enquête. L'INED et l'INSEE, 15% des Français de la population majoritaire nés de parents français métropolitains, oui, ça existe encore, les Français de souche, oui, c'est vrai, ils sont amenés à disparaître, bien sûr, devant les créoles, devant les nouveaux créoles, mais en attendant, ils déclarent avoir été victimes de racisme. 10 ans plus tard, ça c'était en 2016, 10 ans plus tard, 32% des Français dits de souche affirment avoir été victimes d'une forme d'agression raciste au cours des 12 derniers mois. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses, et puis je ne parle pas des actes christianophobes, protestants, catholiques, je ne parle pas des incendies d'églises et autres. Donc il y a quand même beaucoup de blancs qui s'estiment injuriés, agressés, etc. Et ce qui est extraordinaire, et cette enquête est vraiment passionnante parce qu'elle donne des chiffres, c'est très intéressant. Mais
Ah non, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Non, il n'y a pas d'agression contre les Blancs, c'est pas vrai. Il y a des suprématistes blancs. Et puis s'il y a des réactions, c'est des réactions normales de racisés qui disent, voilà, vous nous oppressez. Oui, vous nous oppressez, effectivement. Donc, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en France ? Eh bien, encore une fois, l'enquête le dit, plus de la moitié des Blancs affirment ainsi, 52%, affirment ainsi avoir adopté un comportement d'évitement par peur d'agression et discrimination raciste. Voilà. C'est ça, ce sont les chiffres. Mais il faut pas en parler. Ben, nous, on en parle, hein, effectivement. Une part importante ont envisagé déjà de quitter la France. Et alors, voilà. Et il y a bien sûr des racistes anti-arabes ou anti-noirs. Bien sûr que ça existe. Mais pourquoi on admet, et on l'admet, et nous sommes les premiers à l'admettre, ce racisme-là, et pas le racisme anti-blanc? Ah non, il faut pas. C'est autre chose. Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, on me dit, mais vous pourrez dire ça. Mais si, regardez le député de la France Insoumise, c'est très simple, Thomas Porte, en juillet 2025, l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Voilà. Quand on veut pas parler de quelque chose, eh bien, on le nie. Vous voyez, c'est un narratif, on le nie, voilà. Or, aujourd'hui, 67% des Français estiment que le racisme anti-blanc est une réalité. Et c'est un sondage mené par l'Institut CSA, et c'est hallucinant qu'on en soit encore là, qu'on en soit encore à se demander si il y a racisme et qu'on a le droit de parler des uns et parler des autres. Ça s'appelle les 2 poids, 2 mesures, et cette espèce d'extraordinaire, je dirais, dérive, perversion ou pas, où le narratif l'emporte sur le réel. C'est-à-dire que ce qui se passe dans tous ces domaines, c'est que le narratif, c'est notre narratif qui compte. Nous sommes le camp du bien. Nous savons ce qui est bon pour vous et ce qui est vrai pour vous. Le réel, ça n'existe pas, le réel. Non. Et regardez autour de vous. Regardez bien, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est bien de nous écouter, mais c'est encore mieux de lire, d'enquêter. De ne pas, effectivement, avoir question à tout. Je le répète, je le radote. Méfiez-vous des gens qui ont réponse à tout, mais ayez question à tout. C'est comme ça que ça se passe et que la paix revient au-delà des préjugés et des haines. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va parler d'un autre sujet polémique, à savoir le prix des carburants. Effectivement, la trêve dans le conflit iranien a fait baisser les cours mondiaux du pétrole, mais malheureusement, le prix à la pompe, peine à baisser. Et ça met en colère de nombreux Français. Si vous aussi vous êtes en colère, appelez-nous au 0826 300 300. On revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. André Berkoff, la trêve au Moyen-Orient a fait baisser les cours mondiaux du pétrole, mais les prix des carburants à la pompe, n'ont pas vraiment baissé, ce qui fait que les Français qui arrivent devant la pompe disent quoi encore, ça monte et ça monte. Je rappelle d'ailleurs, c'est très amusant, quand il y a eu les gilets jaunes qui ont en 2018 font le mouvement énorme qu'il y a eu un moment, c'était la moitié à la pompe du prix en 2018 qu'on a aujourd'hui en 2026. Oui. Et ce que je voulais dire, André, surtout, c'est que les frontaliers, les Français qui habitent à la frontière, effectivement, en Espagne, vont faire le plein là-bas, et pour cause. André, expliquez-nous. Alors, il faut savoir que le problème du pétrole, c'est très simple. Évidemment, Hormuz ou pas Hormuz. Si Hormuz est bloqué et autres, évidemment, les prix du pétrole flambent. Et quand c'est débloqué, ça redescend. C'est le yo-yo. Ça profite extraordinairement aux traders qui savent jouer. Ça, c'est les bons chiens de chasse, les chiens truffiers qui sentent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais c'est intéressant de voir qu'en Espagne, le gouvernement espagnol a décidé d'abaisser la TVA sur les carburants de 21 à 10%, c'est écrit espagnol, et que la Commission européenne hurle en disant « Mais quoi, vous n'avez pas abaissé la taxe de la TVA sans nous ?» Commission européenne, et aussi la Pologne a fait la même chose. Porte-parole de la Commission a confirmé l'envoi d'un courrier à Madrid et Varsovie pour les rappeler à l'ordre. Nous avons expliqué, écoutez bien, que la législation européenne ne prévoit pas de dispositions visant à
de réduire la TVA sur les combustibles fossiles. Évidemment, sur les éoliennes, on peut dépenser des milliards, aucun problème. Nous recommandons, donc c'est toujours la Commission européenne, de privilégier une réduction des droits d'accise, une taxe sur les produits pétroliers que les États peuvent ajuster, etc. Voilà. Donc, avertissement des Européens à Madrid et à Varsovie. Et chez nous, en France, ah non, on touche pas à ça. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, l'a dit. Ah non, écoutez, on a déjà une dette très forte. Non, on touche pas à la TVA, on touche pas à la taxe sur l'essence. Oui, mais vous savez, nous, on est obligés de voyager, on est obligés de se déplacer, on est obligés d'utiliser notre voiture, excusez-nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, vous débrouillez, les gars, vous débrouillez, quoi. Voilà. Et non, ça ne se fait pas. On ne peut pas unilatéralement ce taux parce que vous allez attenter à l'Union européenne. Vous pouvez être sanctionné par la Cour de justice européenne. C'est formidable quand même. Donc le droit européen, le fait que vous ayez à vous ruiner pour l'essence, écoutez, c'est pas notre faute, c'est le pétrole, c'est l'Iran, c'est Trump et compagnie. Le reste, on s'en fout. Alors je crois que nous avons César de Bayonne. Bonjour César. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Et bonjour à toute l'équipe. Bonjour César. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe quand on s'avance vers la pompe à essence pour essayer de remplir? Alors, vous avez, je pense, déjà tout résumé, André Berkoff, mais c'est juste pour dire qu'en effet, quand on paye moins, en fait, quand on, de façon générale, quand on paye pas trop cher le carburant, évidemment, ça accessibilise l'accès au carburant. C'est ce qu'a fait l'Espagne. Et du coup, moi qui vis à Bayonne, je sais très bien de quoi je parle. Oui. Beaucoup de gens se ruent en Espagne et au lieu de mettre de l'argent, du coup, en France, ils le mettent en Espagne. Oui. Et donc, en fait, quand un carburant est lourd, et c'est de manière générale, André Berkoff, quand les taxes sont lourdes, eh bien évidemment, c'est lourd d'avancer, c'est lourd de faire quoi que ce soit. Alors que quand les taxes sont légères, si on était dans un pays où on payait, je sais pas moi, autour de 20% d'impôts, même les plus riches, eh ben les plus riches arrêteraient de quitter la France, ils paieraient leurs 20% en France plutôt que de faire de l'optimisation fiscale dans tous les sens. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est que c'est ce qu'a fait Javier Milei, c'est un peu un paradoxe. Avec peu, il a réussi à faire beaucoup parce que il a baissé les impôts et au final, il a eu plus de recettes que ceux qui proposaient le gouvernement d'avant, des taxes lourdes. Donc en fait, la légèreté, quand on paye tous un petit peu, au final, on a beaucoup tous ensemble. Alors que si tout devient lourd, il y en a que quelques-uns qui peuvent accéder. Il n'y a pas d'accès à l'emploi, pas d'accès au carburant. Et donc voilà, c'est ce que dit Philippe Murer tout le temps ou Marc Toiti, que vous avez déjà invité. Bien mais sûr. Vous-même, vous venez de le résumer. Et donc voilà, je pense qu'il faut de manière générale rendre les taxes légères afin qu'on puisse vivre, que ce soit dans un pays corrompu ou pas, au moins que ça ne coûte pas grand-chose. Et après, on voit ce qu'ils en font. Voilà. Non, mais Parce que là, André Berkoff, je termine juste en disant ça. Oui. Là, on donne beaucoup d'impôts à ce gouvernement. Ils ont quand même réussi à nous endetter de 1000 milliards. Donc, même si on leur donnait tout notre argent, ils vont quand même réussir à nous endetter. Donc, autant baisser les taxes. Voilà ce que je veux dire. C'est très simple. Mais vous savez que c'est très simple. C'est qu'on arrive au stade, il faut dire, je ne sais pas si je peux parler de tout le gouvernement, si la France était le désert du Sahara, ils importeraient du sable. C'est ça le problème. C'est qu'on on en arrive vraiment à des gens dont on se demande ce qu'ils font, quoi. Et vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, regardez les résultats de Milei en Argentine. L'inflation a baissé de manière incroyable et le pouvoir d'achat et la pauvreté a diminué aussi de manière tout à fait étonnante. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mon cher César, encore faut-il être entouré de neurones. Vous voyez, c'est tout le problème. Merci César. Merci à vous, au revoir. André Berkoff, vous vouliez pousser un coup de gueule à propos d'un journaliste du service public qui demande la fermeture d'une chaîne, André. Oui, c'est très intéressant quand on voit qu'en France, un pays de démocratie, liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité, eh bien, un journaliste d'une chaîne de service public ou de radio de service public, eh bien, écoutez, voilà, Patrick Cohen, pour ne pas le nommer, on lui demande ce qu'il pense, s'il faut interdire CNews. Écoutez. Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut fermer CNews ? Je fais partie de ceux qui pensent que dans l'état actuel, c'est purement factuel, je pense que CNews est hors la loi. Ah bon ? La loi de 86 prévoit un pluralisme interne dans chaque chaîne de télévision. C'est vrai. Et cette loi de 86 aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et que je ne détaillerai pas, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews. Oui, c'est intéressant. Hein, oui, elle n'est pas respectée la loi de 86. Donc,
un journaliste proclame une autre chaîne hors la loi. Eh ben, je vais vous dire qu'il a très très bien répondu. Eh ben, Marlène Schiappa était l'invitée de Cyril Hanouna mardi dernier sur W9, TPT9. Et voici ce qu'a dit Marlène Schiappa. Très clair, écoutez. Si nous, j'ai une ligne éditoriale, c'est l'évidence même, mais qu'elle soit hors la loi, je crois pas du tout. Sinon, C'est à vous et hors la loi aussi. Oui. Parce que, pardon, et moi, je peux vous faire une liste d'auteurs qui seront jamais invités dans C'est à vous. Oui. J'en cite une, au hasard, parmi plein d'autres, Claire Géronimi. Oui. J'ai signé la préface, c'est une jeune femme qui a été violée dans un hall d'entrée à Paris. Et elle a été boycottée par tous les médias dits de gauche qui lui reprochent d'être raciste parce qu'elle a dit que l'homme qui l'avait violée était sous OQTF, ce qui est juste une réalité, c'est un fait en fait. Et elle a été boycottée par tous ces médias. C'est une parmi plein d'autres. Donc c'est pas vrai que toutes les émissions sont pluralistes. Il y a une ligne éditoriale. Et donc si C'est à vous peut choisir ses invités, c'est nous a le droit de choisir ses invités. C'est extraordinaire, ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà un journaliste qui participe tous les jours à l'émission C'est à vous sur France 5, où je dois dire qu'il y a autant de pluralité que de Niagara dans le désert du Kalahari, et qui dit « Ah ben oui, la loi de 426, c'est pas là, il faut interdire ». À quel degré on doit descendre, et ça s'appelle un journaliste, pour dire des choses pareilles quand même, parce que on regarde aussi la télévision, on voit l'extraordinaire pluralisme qu'il y a dans C'est à vous, et tous les C, vous savez, de Media One et autres. Alors, il faut quand même pas exagérer, vous savez, il faut penser à la paille et à la poutre. Il faut commencer à balayer devant sa porte avant de faire la morale, quelle qu'elle soit. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec l'écrivain et académicien Boualem Sansal. Dimanche, André, ça fera 5 mois qu'il a été libéré des geôles algériennes après 361 jours de détention. Eh bien, il va tout nous raconter dans un instant sur Sud Radio, sur cette terrible injustice dont il a été victime. Alors, restez avec nous, on revient juste après le journal de 13h sur Sud Radio. À tout de suite.